Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, l'émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, c'est l'été, c'est le moment un peu chill. Flav est en vacances, je le remplace. Et oui, c'est Yaya à la présentation ce soir. Enfin, ce soir, aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu différent de d'habitude. On va pas parler d'une équipe, on va pas parler d'une franchise. On va essayer d'élargir, agrandir et augmenter nos chakras. Et pour ça, qui de mieux que Seb? Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. En effet, aujourd'hui, on va faire profiter notre public de notre science. Voilà. Votre franchise va mal, elle n'a gagné qu'un seul match en 4 ans, voire pire, elle joue du côté de New York. Eh bien, rassurez-vous, aujourd'hui, on va vous expliquer c'est comment qu'on fait pour reconstruire une franchise. Vous avez de la chance quand même, hein, on vous gâte. Ouais, exactement. Alors, c'est pas beau de lancer tout de suite les banderilles sur les Jets. Alors, Voilà, mais, j'ai pas dit de quel club j'avais parlé. Je suis désolé. mais tout le monde connaît mon amour pour la grande franchise de New York. Et avec nous, on va amener de la jeunesse. J'ai envie de dire notre rookie. Il amène des donuts. Enfin, j'espère il a tout intérêt. C'est notre Swifties préféré, c'est Jean. Salut Jean, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. Très ravi de faire ma deuxième émission et de ramener des cheveux dans cette émission. Alors, tout de suite, alors, je tiens à dire que nos amis du podcast ELF qui m'ont vu, donc le podcast ELF qui se déroule donc le mardi, qui est débrief, m'ont tous dit que ah ouais, mais finalement, tu as un peu plus de cheveux que ce que les mauvaises langues disent. Donc arrête, s'il te plaît, arrête, c'est une légende urbaine. D'ailleurs, j'en profite, pendant l'été, vous pouvez suivre une semaine sur deux un live sur Twitch les lundis avec Chris, Tom, Elliot sur la NBA, et également un podcast une semaine sur deux pour rester sur la NBA. Et puis, il y a également donc, le podcast ELF tous les mardis, lendemain de match, débrief. On débrief la journée de LF, tout ce qui s'est passé, et également le podcast donc de NFL. Pour nous suivre, c'est facile, vous allez sur les applis de podcast, vous nous mettez 5 étoiles pour nous faire remonter dans les classements, des petits commentaires bien sympas, on est preneurs. Également, vous pouvez nous suivre à Instagram, X, je ne vais jamais m'y faire à X, Facebook et TikTok pour voir le chef, et également YouTube et Twitch. Enfin, dernière chose, vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord communautaire, et comme ça, vous pouvez nous donner votre opinion. Et enfin, on n'oublie pas les articles avec les previews qui commencent sur la NFL. Jean, tu en as écrit quelques-unes, je crois. Et elles vont sortir. Ouais, j'en ai écrit quelques-unes qui sont déjà sorties et il y en a d'autres qui sont dans le four. Exactement, donc qui vont arriver et bientôt en podcast. Donc l'appli, vous téléchargez l'appli, elle est gratuite et vous mettez tout en œuvre et vous avez même des pop-up qui apparaissent pour l'actualité de vos franchises ou de vos ligues que vous voulez suivre. Alors, Yaya, je me permets de te couper. Les previews arrivent, mais alors ça veut dire que la saison arrive. Eh ben oui, c'est bientôt. Mais c'est merveilleux, c'est la meilleure nouvelle de la journée, dis donc. Eh ben oui, ça avance. Il y a quelques camps qui ont lieu, ça et là, et c'est bientôt le training camp. Ça va commencer à jouer des coudes. Il y a Hard Knocks qui est diffusé aux États-Unis. Il y a Netflix qui sort le receveur, la suite de quarterback. Donc aujourd'hui quand on enregistre. Et comment dire, ça sent bon la reprise. Ça sent les combats âpres. Donc ça va être tip-top cette saison. Donc plein de choses qui vont arriver, les previews bientôt de la saison, les prédictions où on est tellement Nostradamus. N'est-ce pas mon cher Seb? Oh oui, surtout, c'est simple, vous voulez parier sur la NFL, vous faites exactement le contraire de ce qu'on dit dans nos prédictions et en règle générale, ça passe. Ouais, c'est notre point fort. Tout ça parce que Flav met les Saints gagnent. Les Saints champions à 17-0 à chaque fois. On a beau lui dire que ça va pas être possible, il s'entête. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est Flav, hein, de l'autre côté. C'est un grand rêveur.
Que l'on salue, et oui, depuis son transat, qui nous écoute depuis son transat. Allez, comme tu disais, mon cher Seb, on va discuter aujourd'hui de comment reconstruire une franchise. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de cycles. Vous, les gars, comment vous commenceriez on vous propulse propriétaire, vous venez de gagner au loto, vous êtes propriétaire. Comment vous faites? Je me dis que je suis pas dans la 1 déjà pour commencer. Ouais. Ensuite, prenons un cas d'école. Effectivement, tu te retrouves. Tu es alors plus que propriétaire. Moi, je partirais plutôt du GM. D'accord. Tu nommes un GM direct. Tu nommes un GM. Alors, mais tu te retrouves à la tête d'une franchise qui est pas en très grande forme. Comment tu t'y prends? Alors, à mon avis, il y a différentes, même s'il y a différentes façons, il y a quand même un blueprint qui existe. Il faut revenir un petit peu en arrière sur quelque chose qui est alors relativement récent, mais qui n'a pas relativement ancien plutôt, mais qui n'a pas toujours existé dans la NFL, c'est la problématique du salary cap. Le salary cap, il est introduit réellement qu'en 94, et ça veut dire que auparavant, il y avait des clubs, c'est-à-dire ceux dont les propriétaires avaient les poches les plus profondes, et qui pouvaient en quelque sorte acheter, entre guillemets, leur saison en s'offrant les joueurs les meilleurs parce qu'il n'y avait pas de problème de masse salariale. Ouais. Le salary cap, ça a eu pour le mérite de mettre tout le monde au même niveau sur ce point-là, et ça a permis aussi l'émergence de clubs de second marché, comme l'exemple parfait, c'est les Packers de Green Bay, qui vraiment reviennent au premier plan dans les années 90. Alors pourquoi je parle de second marché? Ce sont les villes plus petites. Il est évident, quand on est dans une sorte de marché super libéral comme celui qu'on a connu jusqu'en 94, que l'argent, il va être dans les grandes villes. Il va être à Los Angeles, il va être à New York, etc. Une ville comme Green Bay ou comme Cleveland avait peu de chances de sortir son épingle du jeu sur la simple force financière. Le salary cap, ça a eu le mérite de mettre tout le monde sur le même plan sur ce point-là, au moins. Ok. Il y a juste aussi une chose, c'est qu'aux États-Unis, avant de te lancer, Jean, il y a aussi un aspect, c'est la fiscalité, parce que dans les grandes villes, il y a beaucoup de fiscalité, et il y a des États où il n'y a pas de fiscalité sur le revenu. Suivez mes yeux, l'étoile bleue. Toi, Jean, comment tu vois ça, toi? Bah, après, au-delà de nommer le GM, qui va donner, on en parlera après, mais qui va donner une direction sur le recrutement et sur ce qui va se passer aussi tactiquement. Il y a des villes qui sont plus propices à avoir un grand stade, et donc on en parlait la dernière fois sur le podcast des Giants. En fonction de la prise qu'on va avoir derrière, on va devoir trouver des solutions plus ou moins rapidement. On va avoir plus ou moins de temps pour construire un effectif, pour construire quelque chose. On va peut-être avoir, et c'est le cas qu'il y a actuellement avec les Chiefs, est-ce qu'on va pas devoir déménager de stade à un moment donné pour essayer de grandir? Donc il y a plein d'éléments, on va dire de structure, avant de penser à l'effectif et au recrutement, la free agency, la draft, etc. Ok. Quand tu parles de structure, c'est générer du profit, en fait. Bah, c'est générer du profit, mais c'est aussi l'exemple de Green Bay. À Green Bay, on va pas avoir le même bassin que ce qu'on va avoir à New York. Qui dit pas le même bassin, ça veut dire que derrière, à Green Bay, la seule équipe qu'il y a il me semble que dans les ligues américaines, il y a que les Packers. Contrairement à New York où il y a une équipe dans chaque sport, où c'est aussi le cas de Los Angeles, c'est le cas à Miami. Donc effectivement, il va pas y avoir la même attention qui va être portée en fonction du bassin dans lequel est la franchise. Alors, attention, Green Bay, on est sur un cas un petit peu particulier. Dans le cas des franchises, ils ont justement une structure qui est très spéciale, c'est que c'est le public qui est actionnaire du club et que quoi qu'il arrive, les Packers ne peuvent pas quitter la ville. Les statuts sont ce temps-ci. Mais effectivement, ils ne souffrent pas de la concurrence, d'autres sports majeurs. C'est vrai. Alors, c'est Green Bay, mais c'est Wisconsin. C'est pas très très loin
de mémoire de Milwaukee qui eux ont le basket et le baseball aussi. Bah, peut-être que le cas de Cincinnati, c'était un peu plus parlant alors, parce que c'est pas une grosse ville, mais après, Cincinnati, c'est pas non plus loin d'autres grosses villes, mais je veux dire, par rapport aux grosses mégalopoles, si vous voulez, Ouais, non, mais bien sûr, ouais, c'est pas ça offre pas la même, Chicago, c'est pas Chicago, ouais. ça offre pas les mêmes options et même c'est pas aussi attractif, hein. Il y a des, alors c'était le cas dans, enfin là j'ai pas d'exemple précis, mais c'est forcément plus clinquant de se dire demain bah tiens je vais jouer dans une franchise mythique, ça peut être les Cowboys ou ça peut être même les Giants, même si c'est pas de leur meilleure forme, mais mais en tout cas c'est pour un rookie ça offre pas non plus les mêmes conditions de vie de se dire bah voilà joue à Green Bay à partir du mois de novembre limite il neige, c'est pas pareil que de se dire bah tiens je suis en Floride il fait beau Ah, mais ça, au mois de janvier alors, je reviens à juste une chose. Green Bay, c'est ultra mythique. oui C'est la première équipe à avoir gagné un Super Bowl avec Vince Lombardi et tout ça, hein, attention. Hein. oui mais d'un point de vue confort de vie bah alors Ah oui. les Bills hein, si vous préférez, mais quand tu vas jouer aux Bills quand tu es joueur des Bills tu sais que bah la neige malheureusement c'est aussi le cas pour les Chiefs et tu sais que la neige bah Ah, ça fait partie ça fait partie du job quoi. Ouais. Euh, par rapport à ça, pour construire, est-ce que, alors si elle est mal en pointe, est-ce que le rebuild complet, pour vous, c'est une option? Ah, là, tu touches un de mes, tu touches un de mes sujets préférés. Oui, Moi, pour ça, le c'est comme ça que j'ai pensé à l'émission, c'est de te mettre en valeur. Bon, ça, oh, je t'en prie. Parce que en matière, tiens, on parlait franchise mythique et on parlait rebuild. Moi, l'exemple que je sors sur ce point-là, c'est les Cowboys de Dallas. Ça va me permettre d'approfondir une de mes marottes de cette intersaison parce que c'est un sujet dont j'ai souvent parlé, mais la reconstruction des Cowboys à la fin des années 80, au début des années 90, c'est quand même quelque chose. On va faire un petit peu d'histoire. Les Cowboys, ils se créent en 1960. Ils sont créés par un milliardaire qui a fait fortune dans le pétrole, hein, puisqu'on est au Texas, qui s'appelle Cliff Murchison. Et les deux premières choses qu'il fait, c'est d'embaucher un GM, Tex Schramm, et un coach, Tom Landry. Landry va gagner 2 titres, les Super Bowl 6 et 12. Il va gagner 7 titres de conférence. Mais les choses vont se gâter dans les années 80, où le club va commencer à décliner, non seulement sportivement, parce qu'en 88, ils vont gratter le fond du baril avec une saison à 3 victoires et 13 défaites, mais aussi financièrement, parce qu'ils ont été rachetés par un autre millionnaire qui s'appelle Bum Bright. Et Bum Bright, en 84, il y a une crise financière terrible aux États-Unis, et tout ce qui lui reste, c'est les Cowboys, et il est obligé de vendre parce que tous ses autres actifs sont liquidés. Et donc le club, il est racheté par Jerry Jones. Et première chose qu'il fait, il vire Landry, qui a été alors le seul coach de l'histoire du club. Il est resté 28 ans à la tête des Cowboys. Et rien que ça, rien que pour avoir déboulonné cette figure du commandeur, le public de Dallas avait déjà envie de le chasser de la ville avec le goudron et les plumes. Et il le fait remplacer par Jimmy Johnson, qui était un camarade de Jerry Jones à l'université d'Arkansas et qui a connu un énorme succès en NCAA dans les années 80 avec Miami University. D'ailleurs, si vous le trouvez, je vous recommande de regarder un documentaire d'ESPN dans la série 30 for 30 qui s'appelle The U, sur ces années-là, sur les Hurricanes de Miami, coachés par Jimmy Johnson. C'est complètement fou. Les types, c'est tous des rockstars. Alors, il va retrouver d'ailleurs à Dallas, Jimmy Johnson, un joueur qu'il connaît très bien. C'est un receveur qui s'appelle Michael Irvin, qui va être sa première pierre, qui a été drafté juste l'année avant son arrivée. Et ils vont commettre un deuxième crime. C'est que, 1, ils vont foutre tout le monde dehors. Et 2, ils vont vendre les bijoux de famille parce qu'il y a une star à Dallas, c'est le running back Herschel Walker. Et ils le trade à Minnesota contre 5 joueurs vétérans et je crois 8 choix de draft si ma mémoire est bonne. Alors il faut savoir que Herschel Walker, il était une superstar en NCAA, c'était une superstar de NFL et à l'époque, on estime que les Cowboys se sont fait avoir.
Sauf que ces choix de draft, étalés sur plusieurs années, ils vont leur permettre de récupérer Emmitt Smith, Daryl Johnston, Mark Stepnoski, Russell Maryland, Darren Woodson, c'est-à-dire que du All-Pro certifié. Et lors de leur arrivée, comme Tom Landry a eu l'intelligence de perdre le dernier match de sa dernière saison, ils ont le first pick et ils prennent Troy Aikman. Et ça, les enfants, ça donne les Cowboys des années 90. Alors, ça a mal commencé avec une saison à 1-15, mais ça va donner 2 titres en 92 et 93 et une domination qui se poursuivra jusqu'en 97 lorsque Jimmy Johnson quittera le club et que Barry Switzer prendra les rênes de l'équipe et il prendra un titre en 95, mais avec l'équipe de Jimmy Johnson. Il ne faut pas non plus trop se voiler la face. Donc, effectivement, tout casser pour reconstruire, ça fonctionne. Et c'est aussi ce qu'a fait quelqu'un que tu connais très bien, Yaya, c'est Bill Parcells, quand il a pris les destinées des New England Patriots en son temps. C'est très exactement ce qu'il a fait, parce qu'à l'époque, quand il prend les Pats, faut avoir envie d'aller jouer à New England, vu l'état du club. Les moins de 20 ans auront du mal à me croire, les moins de 30 ans même auront du mal à me croire, mais moi je crois que la première saison où je m'intéresse au foot US, ils sont 1-15 à ce moment-là, et tout le monde rigole. Avec Richard Tarditz c'est les années où il y a Richard Tarditz, tout à fait. Et exactement, le seul Français ayant joué réellement en NFL. Il a fait partie d'un effectif, d'un roster NFL. Il jouait. Il jouait. Il était linebacker, outside linebacker et surtout special teamer. Oui, et puis il était surtout sur les troisième down parce qu'il avait un record, je crois, à Georgia de sac. Georgia, il a été record de sac et son record a tenu plusieurs années. Il était surnommé le sac là-bas, d'ailleurs. Ouais. Bref, on va pas faire la bio de Richard Tarditz. Je crois que je l'ai déjà faite. En plus, je radar. Voilà, pour dire que tout casser et recommencer, c'est possible. Mais ce qu'il faut, c'est la confiance du front office et du propriétaire. Et si on prend encore l'exemple des Cowboys, ces derniers temps, la confiance de Jerry Jones, c'est quand même pas facile à gagner. Et il faut donner un petit peu de temps à ton coach. Et ça aussi, dans le sport professionnel, le temps, c'est quelque chose qui est précieux, qui passe vite et qu'on n'a pas envie de dépenser. Exactement. Mon cher Jean, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi qui est un petit jeune parmi Ah oui, clairement. Non, alors c'est sûr que j'ai pas tous les faits historiques. Là, j'ai pris un coup dans la tronche avec toutes les informations. Mais on peut pas être fan de Taylor Swift comme ça. Effectivement. Non, mais alors c'est vrai que moi je représente la jeune génération. Mais au-delà de la génération, c'est surtout ceux qui se sont intéressés récemment au football américain et qui sont une grande partie de ceux qui nous écoutent, d'ailleurs. Enfin, du moins de plus en plus. Non, donc moi, j'ai pas tout l'historique que Sébastien vient de dire, mais je pense que tout reconstruire, repartir de zéro, c'est jamais vraiment possible. Et puis surtout, c'est un énorme risque parce que repartir avec que des joueurs qui vont avoir pardon, qui vont avoir qu'un camp pour s'entraîner, jouer ensemble, créer des automatismes, apprendre un playbook, etc. C'est super court. Il faut toujours essayer de garder des espèces de joueurs forts qui vont un peu être des cadres, des leaders, qui vont un petit peu montrer qu'est-ce que l'institution, qu'est-ce que la franchise est, et justement transmettre ces valeurs-là aux rookies qui vont arriver ou aux free agents qui vont arriver et qui vont après, eux, perpétuer cette tradition-là et qui seront peut-être même un jour les futurs coachs de la franchise en question. Donc non, moi je pense qu'on peut reconstruire à 80% une franchise avec 80% de nouveaux joueurs, mais il faut quand même garder cette espèce de socle, cette espèce de base qui était là avant, qui a connu peut-être que des saisons galères, mais les saisons galères, c'est là où on apprend le plus, c'est ce qui forge et c'est ce qui crée la surprise. Personne n'aurait pu, pour reprendre la saison dernière, aurait pu penser que Détroit allait faire une saison comme ils ont fait. Et Détroit, c'est une des saisons qui a le plus galéré, c'est une des franchises qui a le plus galéré ces dernières années. Depuis leur création, on va dire. Depuis leur création. Les 50 dernières années, ils sont pas mal galérés, c'est vrai. Non, mais voilà. Alors, c'est pas encore le cas pour les Jets, mais comme on dit, après la pluie vient le beau temps, donc peut-être que. Il y a un exemple qui illustre assez bien ce que tu as évoqué, Jean. Ben, c'est les Chiefs.
En fait, c'est les Chiefs qui font une reconstruction en 2 temps, ton club de cœur, puisque en 2012, ils sont pareil, ils sont au fond du trou. Il y a l'arrivée d'Alex Smith, notamment, qui permet de relancer le club, et ensuite celle de Mahomes, qui permet cette fois la transition vers l'ère actuelle, c'est-à-dire du club qui écrase tout sur son passage. Les Chiefs, ils n'ont pas eu besoin de tout casser pour reconstruire. Ça a été une sorte de soft reboot qui s'est fait en 2 temps avec cette période de transition jusqu'au moment où ils ont trouvé, notamment derrière le centre et ailleurs, hein, bien sûr. Oui, mais Mahomes c'est quand même l'exemple le plus parlant, où ils ont trouvé derrière le centre la personne qui leur fallait. Et cette question de la personne qui est derrière le centre, je pense que dans la reconstruction d'une franchise, elle est centrale, justement. Après, il me semble que les Chiefs avaient déjà gagné 1 ou 2 Super Bowls avant Mahomes, donc ils avaient quand même. Ils avaient gagné le Super Bowl numéro 3. Oui, mais. Okay, non, c'est un club qui avait une histoire. Voilà. Un club qui avait une histoire, mais qui était lointaine et qui ensuite avait cette réputation de club milieu de tableau ou alors toujours placé ou pas loin d'y arriver, mais à qui il manquait le truc pour le step à passer. Voilà. Un club dont on se disait, cette année, ils vont faire un beau parcours en play-off et qui s'arrêtait en wildcard, voire même aux portes des wildcards à pas grand-chose près. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a des franchises qui n'ont jamais connu ça. Il y a des franchises, les playoffs, c'est un souvenir lointain, et un Super Bowl, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Cleveland, Détroit, dont on parlait, Cleveland, Houston. Mais Houston, c'est une franchise récente dans l'ère moderne. Tu vois, comme Jacksonville, c'est les dernières équipes d'expansion. Tu vois, et les 3 dernières équipes, même si Carolina a fait un ou 2 Super Bowl, c'est des équipes récentes. Tu vois, c'est encore autre chose. Là, en plus, c'est vraiment un autre exercice encore de créer quelque chose. Moi, j'entends ce que vous dites. Donc, en fait, c'est assez complémentaire ce que vous dites. Ça peut être ou une table rase ou une espèce de changement où on sait que le sport de haut niveau, c'est souvent des petits détails. Et du coup, c'est peut-être quelques ajustements qui peuvent permettre de passer d'une équipe mauvaise à médiocre, médiocre à bonne à contender, quoi. Et contender à être champion. C'est tous les petits ajustements qui se font sur le long terme. On valide ça? Oui, c'est ça. Allez. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est-à-dire que si on doit reconstruire, est-ce qu'il y a 2 grandes méthodes, hein. Soit on mise tout sur la draft, c'est-à-dire que quitte à avoir t'as des bons joueurs, mais que tu gagnes pas, tu vas les trader pour accumuler des tours de draft, et on sait la valeur qu'ont par exemple des premiers tours de draft en NFL. Ou alors on va faire comme on fait les Rams il y a peu, où en fait les tours de draft on les trade pour récupérer des joueurs. Je pense que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est dangereux. La draft et la free agency sont complémentaires. Tu vois, faire un all-in, tu prenais l'exemple des Rams, faire un all-in, ok, tu achètes ton titre quelque part, mais tu vas le payer parce que tu vas dépouiller ton club de tours de draft, que tu vas prendre nécessairement des joueurs qui vont pas forcément rester longtemps. Tu vas les prendre sur des contrats 2 ans, allez, peut-être 4 pour certains, ce qui est déjà considérable, hein, 4 ans dans le football, qui ont forcément déjà de l'expérience, donc qui vont, je veux dire, ton investissement va prendre de l'âge rapidement. Et quand ils seront plus là, tu vas te retrouver avec plus un sou en poche et en plus pas un tour de draft. Et d'ailleurs, les Rams, les Rams l'ont un petit peu payé. Là, c'est reparti la saison dernière, mais c'est aussi reparti parce que il y a un coach d'une intelligence exceptionnelle à leur tête qui s'appelle Sean McVay, mais on prédisait pire pour eux. Et un exemple de all-in, alors je vais aller chercher un petit peu loin parce que je suis vieux, mais moi, il y en a un c'est l'exemple qui m'est revenu à l'esprit, c'était en 2000. Oui, je sais, Jean, 2000. Je n'étais pas né.
Tu n'étais pas né, voilà. En 2000, on a les Redskins. Oui, les Redskins de Dan Snyder, parce qu'en 2000, c'est les Redskins, monsieur, qui font le all-in. Qu'est-ce qu'ils font pour un all-in? Ils signent le quarterback Jeff George pour 14,8 millions de dollars, et en plus pour être le backup de Brad Johnson. Ils signent Deion Sanders, 56 millions sur 7 ans. Il signe Bruce Smith, la superstar des Bills, 23 millions sur 5 ans. Et est-ce que vous vous souvenez des Redskins de 2000? Non. Eh bien, personne s'en souvient parce qu'ils ont fini 8-8, 3e de la NFC Est. Deion qui s'est barré après la première saison pour prendre sa retraite et revenir finalement 3 ans après pour signer dans le depth chart des Ravens. Ça a été une catastrophe. Alors que tout le monde était persuadé qu'ils allaient bouffer tout ce qu'il y avait sur leur chemin sur la ligue. Donc, au-delà du fait que tu te dépouilles, tu as aussi le fait que signer tous ces vétérans, joueurs expérimentés, voire, alors là en l'occurrence c'était ces superstars, il faut aussi que la sauce prenne. Parce que est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce que la sauce, et pas seulement avec les autres joueurs, mais aussi avec les coachs? Est-ce que vraiment, en faisant ça, tu signes les joueurs dont tes coachs ont besoin? Je pense que parfois, quand on s'emballe sur ce genre de très gros trade, on fait l'impasse sur cet aspect-là. Je l'entends. À côté de ça, on sait que les fenêtres de tir pour gagner le titre sont de plus en plus réduites. C'est-à-dire que quand tu as un effectif, en gros, tu as une saison où tu commences, une saison où tu vas commencer à gagner, une saison où tu deviens un playoffable, une saison où tu es contender et tu dois gagner. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le all-in, tu as un seul vainqueur par saison. Mais le all-in, c'est presque c'est une arme à usage unique. Hein. Et si ça, c'est une arme à usage unique, et si ça ne fonctionne pas, ça te claconne très violemment. Oui, mais sachant que dans la ligue, il n'y a pas beaucoup de franchises qui ont gagné plusieurs titres. Il y a des équipes qui sont dans la médiocrité et ils ne gagnent jamais un titre. Ou ils en gagnent un sur un accident du côté de Bayou, n'est-ce pas, Flav? Attention, les dynasties, il y en avait encore une récemment, hein, je vous le rappelle, c'était les Patriots, c'est pas rien. Et tu as aussi quelque chose qui a changé la donne par rapport aux années 80, 90 et même début 2000, c'est la free agency. Avant l'institution de la free agency, c'était très compliqué pour un joueur de changer de club. Ça existait très peu, les échanges de joueurs. Attention. Donc, il y a aussi ce point-là à prendre en compte. Hein. Oui, tout à fait. Mais après, moi, juste pour reprendre l'exemple des Rams, ils ont voulu faire ce coup de poker-là parce que la finale du Super Bowl était dans leur stade. Donc, ils se sont dit, la finale, elle est à domicile. Oh là, mais attention. Je vais imploser. Alors, attention, on se connaît très peu, je t'apprécie énormément. Mais on ne dit pas finale du Super Bowl. Ouais, le Super Bowl. Ou la finale de la NFL. Voilà. Le Super Bowl, autant pour moi. Je suis désolé. Pardonnez-moi, tout le monde, pardonnez-moi. J'ai failli faire une combustion spontanée devant mon PC, là. Alors, vous ne voyez pas, mais ils m'ont fait des grands gestes et je sais pas ce que ça voulait dire et j'ai commencé à paniquer. Non, mais en tout cas, en plus, regardez. Là, vous ne voyez pas, mais magnifique. Mais on va t'envoyer Arthur dans les jambes, dans les pattes, toi. Attention. J'ai pas trop envie. Mais non, mais donc, eux, ils ont fait le coup de poker parce que le Super Bowl se passait au SoFi Stadium et du coup, ils se sont dit c'est l'année ou jamais. Hop, OBJ, hop, voilà. Mais c'est sûr que ça ne pouvait que marcher sur cette saison-là. Et s'ils se rataient, c'était un énorme risque et ils en auraient payé les pots cassés. Ça, c'est clair. Oui, mais s'ils n'avaient pas fait ce all-in, avec l'effectif qu'ils avaient, eh bien, en fait, ils ne pouvaient peut-être pas aller jusqu'au titre. Ah oui, non, c'est sûr. Et ils restaient dans la médiocrité. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est super risqué parce que là, tant mieux, ils ont réussi. Donc, quelque part, ça peut être apparenté à un coup de génie ou un coup de chapeau parce que c'était presque un hold-up en fin de compte. Ouais, mais là, en l'occurrence, c'est un vrai pari. Ouais, c'est un vrai pari qui a réussi dans leur cas. C'est aussi alors, c'est intéressant ce cas d'école parce que c'est quand même une équipe qui avait des grosses bases solides avec l'arrivée de Sean McVay.
On se souvient qu'avant, avant l'arrivée de McVay, ils étaient à Saint-Louis et c'était une équipe abonnée au 8-8, quoi. 8-8, 7-9, 9-7, et c'était la médiocrité incarnée. Oui, mais là, en l'occurrence, en faisant ce all-in, le but, c'était pas de construire, parce que quand tu construis, tu le fais brique par brique, tu vois. Oui. Là, c'était vraiment presque de poser directement le manoir sur le terrain, tout fait, et t'as même pas un coup de peinture à mettre sur les murs, quoi. Mais en fait, la construction était avant, et j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu fais ton sapin de Noël, c'est l'étoile que tu mets au-dessus, on fait les trades, machin, on va gagner parce qu'on sait que si on le fait pas, notamment Aaron Donald, vieillissant, la ligne, je me souviens plus des joueurs de ligne, mais c'est pareil, ils allaient partir à la retraite, tu te retrouves à faire venir Matt Stafford. Si tu mets pas les joueurs, tu fais un échange, Jared Goff, Matt Stafford, et ça te fait passer le step, quoi. En l'occurrence, je pense que c'est un pari qui a été pris en prenant compte des éléments que vous avez évoqués tous les deux. C'est-à-dire un effectif qui est de qualité, mais qui commence à être vieillissant. Le fait que le Super Bowl se joue dans leur stade, effectivement, ils se sont dit, OK, si on le fait, c'est maintenant. C'est pour ça que je parle vraiment d'un pari payant. Parce que il y a toujours le post all-in comme ça, il y a toujours un risque, une fois de plus, je le répète, c'est que tu te retrouves dépouillé en tour de draft et en pognon. Ah oui. Si en plus, ça marche pas, t'as tout perdu. C'est vraiment un qui tout double. Pour eux, ça a été double. Oui, il y en a beaucoup. Après, tu connais le dicton des financiers, ou peut-être pas. High risk, high reward. Reward, oui, bien sûr. Donc, du coup, tu vois, j'ai envie de dire, oui, c'est unique, mais là, dans le cas, c'était maîtrisé et on savait vers quoi on allait. En fait, et là, on revient à la question initiale, c'est, en fait, dans quel sens tu veux aller? En fait, quelle est ta stratégie? En fait, c'est dans la stratégie, en disant, et de l'adaptation. Moi, si tu me parles de reconstruction, je parle pérennisation. Donc, D'accord. même si la free agency, ça a son importance, pour moi, la base d'une reconstruction, elle passe par la draft, quoi. Ok. Bah oui, c'est sûr que si tu veux faire une reconstruction pour un an, c'est un truc C'est un total. coup. C'est un truc juste pour s'améliorer et c'est pour essayer de step up, mais c'est pas une réelle reconstruction, c'est plus pour gommer quelques points faibles ou Ouais, Ok. ou c'est proposer un des coup. solutions supplémentaires. Voilà, Moi, c'est que tu tentes un coup, quoi. Alors, en fait, il y a construction sur le long terme, mais en fait, si je résume, en fait, on va construire avec la draft, on va construire vraiment les bases solides, ça va être la base. Et après, si tu dois mettre un coup de collier pour essayer d'aller gagner un titre, en fait, tu fais des trades. Ça va être peut-être le trade ou la free agency, ça va être la façon de trouver le vétéran ou le skill player qui te manque La pour que piste manquante. ton effectif passe un cap. Ok. Moi, ça me va très bien. Jean, t'es pas. Bah, Pareil. en fait, oui et non. Enfin, en fait, quand on parle de reconstruction et quand on parle de, et quand on parle de base, euh, en fait, c'est, comment dire, pour moi, des rookies ils sont là pour prendre le pli, pour s'améliorer et apporter du sang neuf, de la concurrence. Mais la base, ça peut pas être des rookies. Ah, Quand ouais. je dis la base, ça veut dire que aujourd'hui, tu vas prendre un vétéran à la free agency, c'est pas un rookie qui va le former. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, pour moi, la base, quand on veut reconstruire, c'est de prendre des joueurs d'expérience qui ont connu les playoffs, des titres, qui ont une certaine expérience. Ouais, mais Parce que tous les rookies ne peuvent pas passer le cap NFL. Ou un rookie peut vite se blesser, et ça peut finalement pas. Mais ton vétéran aussi, ton cornerback de 28, ton quarterback de 40 ans que tu as payé à prix d'or pour le faire venir sur la côte Est, qui va jouer 2 minutes 30. Mais après, je pense que il y a des postes qu'il faut prioriser il y a des postes où c'est mieux d'avoir un rookie, il y a des postes où c'est mieux d'avoir un vétéran, il y a des postes où c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est entre les deux, qui a un petit peu d'expérience, mais qui n'est pas non plus un top player.
pour un petit peu combler les trous et puis apporter aussi des solutions de backup parce que les blessures, pardon, c'est vite arrivé, il faut qu'on ait une profondeur d'effectif. Mais en tout cas, moi je trouve que reposer une franchise, mettre sur les épaules d'un ou de 4-5 rookies tout le poids d'une franchise en disant c'est vous l'avenir, on mise que sur vous, et si vous ratez, et ben ça plonge toute la franchise. Je trouve que c'est pas la meilleure option. Ouais, mais en fait, je dirais peut-être pas comme ça, si tu veux parler. Ouais, en fait, moi, c'est dans le sens où tu vas mettre des joueurs, effectivement, tu vas les encadrer parce que c'est en les encadrant en fait que tu vas faire ça. Mais les vétérans, ils vont aller chercher un titre, tu vois, ils vont pas vouloir venir dans une franchise en reconstruction. Oui. Et après, tu vois, il va falloir être capable de s'en séparer à un moment. Il y a des joueurs qui vont t'aider à construire et tu vas être obligé de te séparer, même si c'est l'âme de ta franchise, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça en fait. Et la draft, elle va t'aider justement à acquérir ces joueurs en devenir que tu vas effectivement encadrer. À un moment, il faut les mettre sur le terrain pour qu'ils aient de la valeur, pour tout ça, quoi. Moi, je pense réellement que c'est un mix de tout ça. On va reprendre l'exemple de nos amis les Jets, parce que je trouve que le fait de l'évoquer, ça m'a fait remonter ça. On va mettre de côté la blessure d'Aaron Rodgers, mais certes, ils font venir Aaron Rodgers, mais autour de lui, il y a qui? Il y a un jeune running back, Breece Hall, qui a bien performé lors de sa saison rookie. Il y a Garrett Wilson au poste de receveur, voilà, qui a fait une très très bonne première saison. Il y a Sauce Gardner, voilà, c'est lui que j'allais évoquer. Il y a Sauce Gardner de l'autre côté du ballon. Donc, il y a quand même, on parle des Jets, il y a quand même pas mal de jeunesse dans cet effectif. Et sur le papier, le fait de faire venir un QB vétéran, très vétéran même en l'occurrence, c'était pas une mauvaise idée du tout. Bon, ce qu'il y a, c'est que le plan, il a raté à cause d'éléments qui étaient pas en leur contrôle. Je veux dire, qui aurait pu prévoir, comme dirait l'autre, à part Yaya, évidemment, qui, lors du podcast de preview de saison, nous dit imaginez si Aaron Rodgers se blesse dès le premier match, ce sera une catastrophe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aaron Rodgers, il se blesse dès le premier match et c'est une catastrophe. Et je ne le souhaitais pas. Quel chien noir. Honnêtement, c'est la seule preview où il a mis dans le mille de la pré-saison. Hein. Non, mais en fait, c'est tellement Jets, c'est tellement Jets dans le truc, quoi, tu vois. Non, après, c'est aussi la loi de Murphy. Voilà, tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. Mais sans extrapoler là-dessus, sur le papier, le plan, il tenait debout. Ah oui, non mais oui. Après, la question, c'est est-ce que c'était pas un peu trop tôt de faire venir la pièce manquante en fait. En fait, si tu le fais pas un moment, ça sera jamais le moment. Non, mais bien sûr. Mais après, est-ce que les bases étaient suffisamment solides? Parce qu'en fait, c'est un peu les fondations la draft. Mais tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois en discutant. C'est que d'un côté, tu mets les fondations avec une équipe, tu crées une équipe pour créer des fondations, et après, tu mets les joueurs stars. En fait, c'est ton toit, c'est ton crépi. Une fois de plus, c'est un équilibre. Et toujours pour reprendre l'exemple des Jets, les 2 années ou l'année auparavant, sur la draft et au poste de QB, ils font une grosse erreur de casting. Les QB, ils se sont trompés plusieurs fois sur les QB rookies. Ils se sont trompés plusieurs fois, mais là, ils ont quand même, si mes souvenirs sont bons, ils l'ont pris très haut, Zach Wilson. Je me demande si c'était pas le 2e ou 3e pick. 2 et Sam Darnold d'avant. Et il y avait eu Sam Darnold avant. Et dans les 2 cas, ils l'ont payé très très cher. Mais il y avait la draft. Oui, excuse-moi, Yannick. Il y avait des consensus quand même sur ces deux quarterbacks. En ce qui concerne Zach Wilson, le seul consensus, il était du côté des Jets. Hein. Tu as beaucoup d'experts qui se demandaient ce qu'ils avaient vu chez lui. Il avait fait une bonne saison en college et encore assez particulière, c'était la saison 2020, la saison Covid, donc match à huis clos, etc. À l'époque, il y a quand même beaucoup de monde que ça a laissé perplexe comme choix. Autant sur Sam Darnold, on était un peu plus catégorique, autant sur Zach Wilson... Sam Darnold, de mémoire, c'est un quarterback de USC.
Je crois qu'il est de USC, en effet, Sam Et Darnold. on sait que la transition des quarterbacks de USC vers la NFL a toujours été compliquée. Et oui, Matt Lennart, si tu nous regardes de là où tu es. Exactement. Voilà. On va peut-être avancer parce que sinon on va rester peut-être trop longtemps. Moi j'ai une question à vous poser. Si vous deviez recommencer un effectif, sur quoi vous priorisez? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Vous êtes plutôt attaque ou défense? Ah, la question. Tiens, je vais laisser Jean répondre. Moi, c'est clair. Quand on veut reconstruire, parce qu'on a des ambitions et il y a un célèbre adage qui dit que c'est la défense qui fait gagner des titres. Donc, moi, personnellement, je miserais sur. Alors, il faut évidemment, pour reconstruire, il faut un bon quarterback et une bonne ligne offensive. Mais la défense, pour moi, et notamment la ligne défensive, parce que je suis très adepte des blitz, ça serait pour moi prioritaire par rapport à l'attaque. Seb. Alors, je suis assez d'accord sur ce point, sur la ligne défensive, pour une simple et bonne raison, c'est que la NFL, c'est devenu une ligue pass happy. Et le but du jeu, en fait, pour les lignes offensives, c'est de réussir sur les protections de passe à bloquer le maximum de monde avec le minimum de bloqueurs. C'est-à-dire que si tu peux te passer d'un tight end ou d'un running back pour bloquer, c'est tant mieux parce que ça te fait des cibles en plus. Donc, il te faut une ligne défensive et en particulier sur les one-on-one qui soit efficace. Et je pense notamment au defensive tackle parce que le chemin le plus court vers un quarterback reste le milieu de la ligne. Si à cela tu ajoutes des edge rushers qui eux aussi sont efficaces, eh ben, ça permet aux linebackers notamment de s'occuper de la couverture et de ne pas avoir à blitzer comme des bourrins sur tous les jeux. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais cependant, comme dirait l'autre, si je devais reconstruire un club, je prends un quarterback, je m'occupe de ma ligne offensive et ensuite de ma ligne défensive. Pour les raisons que j'ai expliquées. Un quarterback, pourquoi? Parce que vu déjà le turnover qu'il y a sur ce poste, tu ne peux pas te passer de prendre un quarterback. Si tu dois le prendre par la draft, au premier round, il faut le prendre uniquement si tu es sûr que c'est le quarterback. Si c'est j'allais dire un Peyton, non. Si c'est un Eli Manning, voilà, en puissance, tu le prends au first round. Mais après, développer un quarterback, de toute façon, prend du temps. L'offensive line, c'est crucial. Là aussi, le turnover est très important sur ces postes. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler pendant l'off-season, que ce soit par la draft ou par la free agency, s'assurer que les postes soient comblés. Et si tu peux te trouver des linemen qui peuvent évoluer à tous les postes de la ligne, là, tu es particulièrement gagnant pour ces mêmes raisons de turnover. On passe ensuite à la ligne défensive pour les raisons que j'ai expliquées. Ensuite, moi, je m'occuperai du running back parce que malgré justement l'évolution verticale du jeu, on a toujours besoin d'un running back. Il n'y a qu'à voir de quelle façon ça tirait dans tous les sens dès le premier jour de la free agency lors de l'intersaison en cours. Hein. Saquon Barkley, Derrick Henry, Austin Eckler, tous qui se sont trouvés un nouveau club en signant des bons gros chèques. Ensuite, je m'occupe de ce que j'appelle les contributeurs invisibles, c'est-à-dire tes special teamers, le fullback qui bloque, le tight end qui bloque, ton punter, etc. Tes skills players, alors ça c'est un peu le point polémique parce que tout le monde aime les super receveurs ou le cornerback qui intercepte toutes les balles, mais c'est pas eux qui te font gagner des championnats quand tu regardes le fond du fond. Et Jerry Rice. On ne parle pas ainsi de Jésus. D'accord. Carrément. Ouais, carrément. Jerry Rice. Et le GOAT ultra goldé de la Terre, de l'histoire du monde ever. Et enfin, tu te trouves un ou plusieurs leaders vétérans, c'est-à-dire des gens qui vont amener leur expérience, qui vont amener leur caractère justement pour façonner celui de ton club. Il y a dans tout ça, et en particulier au niveau de la draft, il y a un point dans tout ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut drafter pour demain, pas pour aujourd'hui. Si on s'inquiète de qui va jouer garde gauche et que tu draftes un garde gauche au premier tour, ok, tu règles ton problème, mais tu risques de passer à côté du skill player qui, dans 2 ans, va remplacer ton receveur ou ton cornerback starter qui prend de l'âge.
Donc tout ça, c'est une alchimie délicate. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, je fais le malin là derrière mon PC et dans mon fauteuil, mais je pense que du côté des general managers et des propriétaires, chaque année, ils doivent avoir moult scénarios de mock draft selon les situations qui peuvent se présenter. Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, je suis assez d'accord avec ton adage, Jean, qui dit que l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des championnats. Je suis assez d'accord. Moi, il y a juste une petite chose, c'est qu'on sait en NFL que monter une défense avec des joueurs, n'importe lesquels, on arrive à monter une défense assez facilement. Trouver une attaque performante, ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a tellement de talent dans cette ligue que, en fait, en défense, tu vas réussir toujours à trouver des schémas pour pouvoir optimiser l'attaque, la défense et couper des attaques. Parce qu'il y a des schémas, il y a des choses comme ça. Et que c'est beaucoup plus dur l'attaque. Et du coup, pour moi, et je suis assez d'accord avec toi, Sébastien, mais je fais comme toi. Moi, il y a une chose, c'est que avoir un quarterback qui peut être générationnel, mais qui n'a pas de ligne, eh ben, en fait, tu l'envoies à l'abattoir. Quoi. Ouais, c'est ça, en oui. fait. Mais oui, mais C'est que l'un sans l'autre, bah, il manque un truc. il y en a plus d'un. Hein. Moi, celui qui me. Daniel Jones. David Carr. David Carr, le grand frère de Derek, anneau sacrificiel des Houston Texans en son temps, et il y en a eu d'autres. Mais c'est pour ça que je te dis que dans mon argumentaire, je vais venir la O-line vraiment en deuxième, et encore deuxième, je dirais c'est un bis. Oui, la O-line, c'est évident. Après, la reconstruction par la défense, moi je trouve que c'est aussi une option viable. Et moi, j'invoque la jurisprudence Baltimore Ravens de 96 à 99, parce qu'ils draftent 7 défenseurs sur 9 joueurs en 3 ans, sur leurs premiers 2 tours de draft. Et à côté de ça, ils remportent le Super Bowl 35, malgré, j'ai envie de dire, un duo de choc au poste de quarterback, hein, Tony Banks et Trent Dilfer, ça vous vend du rêve, et avec une équipe qui, en post-season, Super Bowl compris, va gagner 225 yards par match. C'est putride, c'est dégoûtant. Une équipe qui gagne 225 yards en offense par match. Mais ça fonctionnait. Pourquoi ? Parce que l'équipe marquait peut-être 13 points, mais l'attaque d'en face, elle en marquait que 10. Ouais, complètement. Après, c'est pas sexy. Hein. C'est pas l'option la plus sexy, je suis d'accord. C'est efficace. Viable. Voilà, c'est viable. C'est-à-dire que c'est un petit peu la simplicité de mettre une grosse défense. Enfin, simplicité entre guillemets. C'est-à-dire que annihiler l'attaque est bien plus facile que d'annihiler une défense. Je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, pour moi, c'est une véritable option. Idem, moi, je vais prendre mon club à moi que j'aime, hein, les 49ers. Les Niners, je crois que c'est entre 2003 et 2010, on a 8 saisons qui sont dégoûtantes. Je crois qu'on fait même pas une saison à 8-8 dans cette époque-là. Moi, je date le début de ma dépression de cette période-là, hein, soyons très très clairs. Et quand le club va être repris en main, ils vont commencer par drafter des Aldon Smith, des Navarro Bowman, etc., à reconstruire la défense en premier. Oui, tout à fait. Et après, mettre le quarterback un peu en cerise sur le gâteau, quoi. Et là, vous l'avez trouvé, genre, pas par hasard, parce que c'est un petit peu quand même, là, en l'occurrence, on va pas se voiler la face. Moi, coach Shanahan, il aura du mal à me faire croire que drafter Brock Purdy, c'était un coup de génie mûrement réfléchi. Hein. Oui, mais c'était ça ou très net. Donc, choisis ton poison. Qui ça? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de qui tu parles. Honnêtement, celui qui t'a coûté, je sais pas combien de tours de draft. Trop. Beaucoup trop.
Ah, vous avez vu quelque chose en lui. Ok. Ben, je crois qu'on a un petit peu avancé. Est-ce que aussi, on avance. Est-ce que pour vous, c'est important de définir l'identité qu'on veut donner à son effectif avant de quelque décision que ce soit? Moi, je pense que oui, parce que en fonction c'est un truc tout bête, hein, mais tout à l'heure, on parlait d'Austin Ekeler. Il est parti, il a quitté cet été les Chargers. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à la rentrée, on allait lui demander de baisser le casque, de foncer tout droit, et c'est pas ce qui lui plaisait. Et donc, il a dit, bah, je préfère ne pas re-signer parce que je sais jamais c'est lequel des deux frères, je crois que c'est Jim Harbaugh qui est aux Chargers. Parce que Jim Harbaugh, il est comme ça, il est physique, son jeu au sol, ça rentre dedans, ça cogne. Et c'est pas que Austin Ekeler veut. Mais au moins, le fait d'avoir cet ADN-là qu'il veut mettre en place, ça fait qu'il a pris Zay Flowers, ça fait qu'il a. Non, pas Zay Flowers, Gus Edwards. Ça fait que. En fait, ça donne une direction et en fonction de ce qu'on veut faire, eh ben, on sait quel joueur peut adhérer au projet, quel joueur a ce type de caractéristiques-là et on gagne du temps sur la construction ou reconstruction en fonction du stade où on en est. Si on va un quarterback mobile, bah, on sait que ça va plus être des profils comme Lamar ou comme Justin Fields qui vont nous intéresser et un peu moins Daniel Jones ou. Ah, Daniel Jones, au début, il Ouais. était mobile. Oui, au début, mais il a perdu un genou. Mais il a C'est perdu un genou. les coups qui Donc, l'ont ralenti, le pauvre. Ah, il en a pris sur des coups, oui, le pauvre. non, mais en tout cas, quand on va un quarterback mobile, on va pas prendre un vétéran, on va plutôt se pencher sur un rookie ou sur quelqu'un qui est un peu plus dans la force de l'âge. Euh, donc, Ouais. pour moi, oui. Et puis c'est pareil. Quand on sait qu'on veut blitzer, bah, on va plutôt on va un peu moins s'intéresser au safety et au cornerback et on va mettre un peu plus d'argent sur la ligne offensive et potentiellement sur les linebackers. Ok. Mais tu peux envoyer des cornerbacks blitzés aussi, hein. Tu les envoies. Oui, mais s'il y a une screen pass ou s'il y a et que le Oh, blitz. on y va. Mais systématiquement, à un moment, ça va se voir. Hein. Je suis pas un grand spécialiste de la défense, mais le corner qui est sur la ligne de scrimmage et qui systématiquement c'est un peu cramé. voilà, diag sur le QB, à un moment, ça va se voir. Quoi. C'est un peu Ah cramé. bon? Ah bon? Ouais, je t'assure. Bon, bah, zut. Ah, mais tu sais, il y a toujours un safety derrière, hein, qui vient en couverture. Ouais, le pauvre. Ok. Toi, Seb, par rapport à l'identité que tu veux créer, mettre en adéquation, et il y a un mot que Jean a prononcé qu'on n'avait pas encore pour. C'était le projet. Est-ce que toi, c'est ça qui est important à définir? C'est quelque chose qui est essentiel, le projet de jeu. C'est-à-dire que ton coach arrive avec quelque chose à proposer et là aussi, un aspect, je reviens sur quelque chose que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, que les joueurs y adhèrent et que son general manager, ses scouts, lui permettent d'avoir les joueurs qui vont être en adéquation avec ce projet de jeu. Et au-delà de ce projet de jeu, l'identité de ton club, effectivement, tu vas la construire à travers sa façon d'appliquer ce projet, à travers sa philosophie de jeu, à travers l'adhésion de ses joueurs, mais également à travers, bien sûr, tes victoires et l'adhésion de ton public, parce qu'on a oublié certaines personnes depuis la presque 54 minutes que nous parlons, c'est le public. Il faut aussi que tu entraînes l'adhésion des personnes qui vont payer leur place pour aller au stade. Et pour ça, il y a une façon, j'ai envie de dire, très simple, mais également très compliquée, c'est de gagner des matchs. Ouais. Ah oui, complètement. On sait qu'il y a des publics qui ont des très très fortes identités. Je pense aux Raiders, aux Steelers, qui ont vraiment des grosses identités. On sait que les fans des Niners ont une identité bien à eux, hein, c'est-à-dire un melon qui ne leur fait pas passer les portes. Mais voilà. Oui, je sais, c'est complètement gratuit. N'importe quoi. C'est ce que disent l'intégralité des fans, des 31 autres franchises. Mais, je reconnais bien là leur jalousie. Oui, c'est vrai, ne pas gagner de Super Bowl au XXIe siècle. Oh là là, quelle jalousie.
mais plaisanterie mise à part, oui, il y a des équipes qui ont développé des identités via leurs fans. Même Cleveland, quand ils perdaient, ils avaient le Dog Pound. Voilà, Cleveland et son Dog Pound, Washington à l'époque où ils étaient les Redskins avec les Hogs, tu as parlé des Raiders avec le Black Hole, les Steelers avec les Terrible Towels. Ça aussi, c'est important. Je parlerai pas des fans des Cowboys qui sont, enfin, où que tu ailles aux États-Unis, tu trouves des fans des Cowboys de Dallas. Comme les Steelers d'ailleurs. Et comme les Steelers, oui. Et même dans la pop culture, c'est des équipes où les fans apportent vraiment quelque chose. Après, les Giants, c'est encore autre chose parce que c'est l'équipe de New York. Mais tu parlais de culture, c'est aussi les Jaguars qui, avec la piscine au stade. Voilà, ça, tu vois, ça fait partie. C'est des choses qui sont extra sportives. Ou les Buccaneers avec le galion dans leur stade. Voilà, c'est totalement extra sportif. Mais ça fonctionne aussi. Après, c'est des choses qui vont un petit peu en corrélation avec les résultats. Tu vois, le galion des Buccaneers, ça a été un point encore plus focal lorsque l'équipe a marché très très fort et avait remporté une finale. Mais avec Warren Sapp. Voilà, avec des gens comme Warren Sapp à l'époque. Mais ça fait aussi partie de ce qui façonne l'image d'un club. Toi, Jean? Bah, pour l'instant, la piscine des Jaguars, elle n'aura pas trop servi à fêter quoi que ce soit. Donc bon, c'est dommage, mais non, vu que tu te moques toujours des cheveux, Trevor Lawrence peut aller s'y tremper les cheveux. Oui, mais peut-être que Trevor Lawrence, il ferait mieux de lancer moins d'interceptions. Peut-être que Trevor Lawrence, il a d'autres choses à faire avant d'aller se baigner. Non, mais en tout cas, je pense que ça, c'est plus d'un point de vue marketing où on propose une expérience aux visiteurs, aux fans, etc. Maintenant, avoir une piscine dans un stade, pour moi, c'est pas une identité réelle comme un jeu au sol ou une grosse défense ou Oui, comme la tradition Steelers. voilà, par exemple. La tradition Steelers, c'est toujours été un jeu au sol et une grosse défense, comme les Après, Giants d'ailleurs. Je pense que de nos jours, c'est plutôt les coachs qui apportent une identité plutôt qu'une franchise qui garde son identité. Je pense que Jim Harbaugh, peu importe où il va aller, il va faire du Jim Harbaugh, Kel Shanahan ou Sean McVay, partout où ils vont aller, ils vont faire la même chose. Ils vont pas se dire, ah bah tiens, je suis dans telle franchise, je vais faire telle chose. Non, je vais faire ce que moi je sais faire. C'est pour ça que j'ai été recruté, c'est pour faire mon playbook, amener mes coordinateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'identité colle plus à un coach qu'à une franchise réellement. Alors après, il y a des fois des coachs qui restent 20 ans dans la même franchise, mais ça reste rare, mais même s'il y en a. Mais effectivement, l'exemple que tu prends, il est très très juste. Ces coachs-là, enfin, si tu es un propriétaire un tant soit peu intelligent, tu les fais venir pour faire ce qu'ils savent faire. Voilà, tout simplement. Après, tu as aussi, il existe toujours les questions d'ego et d'ingérence dans le jeu. Alors ça, c'est toujours un petit peu flou parce qu'on n'est pas dans les vestiaires et on ne peut savoir que ce qu'on nous en rapporte. On sait très bien qu'il y a certains propriétaires qui aiment mettre le nez dans le cahier de jeu de leur coach. Et même si tu es un coach reconnu, même si tu as une forte personnalité, c'est toujours un petit peu difficile de renvoyer bouler ton patron. Mais en général, ces propriétaires-là prennent des coachs qui ont de la personnalité, mais malléable. Et pas trop non plus. Ouais, genre Al Pacino dans Affaire de dimanche. Voilà. Non, ouais, je suis assez d'accord. Mais je trouve que le côté identité, c'est hyper important par rapport à une franchise pour pouvoir donner une direction. C'est-à-dire que rester dans l'historique de la franchise, surtout les franchises historiques, hein, ça a un côté toujours qui va. Les fans les aiment pour ça. C'est-à-dire que les gros hits du côté de Pittsburgh, on sait que tout le temps, ça y est. D'ailleurs, on salue Romain, notre ami de Steelers France, qui doit nous écouter. Ok. Dernière petite question, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble.
Pour vous, une construction, ça se fait sur le long terme ou on se fait ça à la Rams? Même si on a un petit peu répondu tout à l'heure. Mais... Non, on fait ça sur le long terme. Pour qu'un truc soit viable, il faut prendre le temps de construire les bonnes, enfin, de construire les bonnes fondations. Mais en fin de compte, on pourrait euh, faire la comparaison avec une maison. Pour qu'une maison elle soit solide et qu'elle tienne contre les intempéries, etc., il faut que les piliers soient bons, que la charpente soit bonne. Et pour qu'une équipe ait de bonnes bases et de bases solides et puisse bien fonctionner, il faut prendre le temps. Tout le monde n'a pas ce temps-là, mais il faut prendre le temps de créer les bonnes alchimies, de créer la bonne complémentarité, de faire en sorte d'avoir le plus d'options possible, que ce soit sur le jeu au sol, sur les passes, défensivement, en fonction des formations, etc. Donc, pour moi, ça prend du temps et c'est un gros travail de réflexion. Il y a des erreurs et en fin de compte, pour que tout soit bon, ça passe par des erreurs justement et ça prend du temps. Et c'est, je pense, après, avec la free agency et les rookies, je pense que tous les ans, on peut mettre une nouvelle pierre, on peut gommer ce qui a un peu moins marché, tenter une nouvelle chose en prenant un nouveau risque. Mais ça peut pas se faire comme les Rams. On l'a vu, bah, les Rams, ils ont gagné une fois et après, bah, la saison d'après, ça a plus marché. Ok, Sam. Moi, j'abonde dans le sens de Jean. J'ai répété ce que j'ai dit tout à l'heure, qui t'a radoté. Un all-in, c'est un coup. C'est un coup. Ça marche ou ça marche pas. Mais à mon sens, ce n'est pas une construction. Une construction, ça se fait sur le moyen long terme. Et c'est également en construisant que tu vas pouvoir attirer à toi des joueurs qui seront intéressés par ton projet. Moi, l'exemple qui me vient en tête, et l'exemple très récent, c'est celui des Texans. Et on l'a dit à plusieurs reprises lors de ce podcast au cours de la saison, ce qu'ils sont en train d'accomplir, ce qu'ils ont déjà accompli lors de leur année 1 de reconstruction avec CJ Stroud, c'est que ça va attirer des joueurs à Houston qui vont vouloir jouer avec CJ Stroud ou jouer dans ce club qui semble promis à un bel avenir dans les années qui s'annoncent. Donc un all-in, c'est un coup, ça marche ou ça marche pas, mais je vois pas ça comme une construction. Alors moi, je vais peut-être aller un petit peu à contre-courant de vous. Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, avec la ligue telle qu'elle est faite, les constructions sur la durée sont devenues des exceptions, dans le sens où aujourd'hui, on sait qu'avec la durée de vie, quand je parle de durée de vie, c'est pas péjoratif, mais des joueurs qui se réduit parce que les coups sont de plus en plus durs, les joueurs sont de plus en plus forts, plus costauds, donc les chocs sont de plus en plus durs. Les durées de carrière des joueurs diminuent, et c'est-à-dire que du coup, et aussi les contrats font que les durées du contrat qui maintenant sont assez limitées, j'ai l'impression que les fenêtres de tir sont beaucoup plus restreintes. C'est-à-dire que maintenant, on est sur des cycles de 3, 4 ans maximum. Et quand on est dans une fenêtre de tir, on a 2 ans. Et que tu as construit, mais au bout d'un moment, il faut être capable d'appuyer et de passer la seconde pour aller chercher le titre. Quoi. Parce qu'en fait, le Graal, c'est d'avoir le titre. Tu as aussi la question de la pérennisation. Alors, c'est vrai que je n'ai peut-être pas contextualisé ce que je disais en parlant de long terme. En sport professionnel, 4 saisons, c'est très, très, très long. C'est ça que j'appelle du long terme. Okay. Voilà, 4 ans, c'est une éternité. Ce qui s'est passé, tu n'as qu'à voir. Je pense que si on reprenait, tu vois, de vieux articles, de vieux reports, ce qui s'est passé il y a 4 ans ou 5 ans dans la ligue, on aurait l'impression que c'est la préhistoire. Parce que le sport est comme ça. Le temps sportif n'est pas le temps du reste de l'humanité. Les carrières sont courtes, quelles que soient les disciplines, et le long terme, c'est 4 saisons. J'ai l'impression que ça se réduit encore plus. Enfin, c'est peut-être parce que je suis maintenant à TFA et que j'ai l'impression que c'est encore plus vite. En fait, tu te rends compte que les cycles ne font que se succéder. Alors, ça peut être des cycles vertueux ou ça peut être un peu vertueux. Hein. Ça peut être l'enchaînement de
de saison de loose. Hein. Il y a des cycles qui peuvent durer, des cycles infernaux qui peuvent durer longtemps. Mais c'est qu'on on s'est peut-être habitué à ce que l'on soit plus dans le temps long, au sens où on l'entend traditionnellement, qu'à prendre de face cette réalité que, oui, dans le sport, les échéances, elles sont courtes, les carrières, elles sont courtes, et donc ce qu'on appelle le long terme, c'est ce qu'on appellerait n'importe où ailleurs du moyen terme. Ouais, mais tu vois, regarde, il y a eu, on va prendre un peu de fait historique, tu vois, il y a eu les Pats qui ont dominé pendant 20 ans. Parce que tu avais un coach general manager qui a su anticiper jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il perde le mojo, qui a su anticiper, pérenniser, et tu as aussi eu le travail de son quarterback, qui n'hésitait pas régulièrement à faire restructurer son contrat pour qu'il puisse faire venir les joueurs dont il avait besoin. Oui, complètement. Et après, tu vois, à l'heure actuelle, tu as toujours Pittsburgh qui est l'exception. Tu as l'équipe préférée de gens qui, tu l'as dit, hein, depuis 2012, surperforme avec un coach, effectivement, et sont une équipe qui, même si tu les enterres, ils ressortent. Mais justement, pour prendre l'exemple des Chiefs, parce que moi, c'est l'exemple que je connais le mieux, étant donné que j'ai découvert le football américain avec eux, au début, il y avait Tyreek Hill, qui était receveur numéro 1, et depuis 2-3 ans, on dit oui, les Chiefs, ils n'ont pas de receveur numéro 1, mais pourtant, là, ils sont sur un back-to-back, et ça a fait 3 finales en 4 ans. Et tous les ans, on se dit, bon, bah, en tout cas, c'est ce que je me dis personnellement, et j'espère être invité sur la preview des Chiefs pour le répéter. Ça a beau être mon équipe, tout le temps, je me dis, bon, on n'est pas si fort que ça. Et puis, en fin de compte, c'est la défense qui sauve les Chiefs. Enfin, c'est pas qui les sauve, parce qu'il y a quand même Patrick Mahomes et il y a quand même Travis Kelce, mais je veux dire, c'est la défense qui leur fait gagner les titres. Et tous les ans, il y a un rookie en plus qui vient s'ajouter, un agent libre par-ci, un agent libre par-là. Et en fait, c'est jamais des grosses restructurations, mais c'est toujours une petite amélioration avec quelqu'un qui part, quelqu'un qui est remplacé. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est construit. Ça a pris le temps que ça s'est pris. Et forcément, c'est plus facile de construire quand on a Patrick Mahomes et Travis Kelce et Chris Jones dans son équipe. Mais en fait, c'est pas des gros chantiers. Et pourtant, petit à petit, Andy Reid, il a su, d'abord avec Alex Smith, puis avec Patrick Mahomes, reconstruire et améliorer jusqu'à atteindre les sommets, comme c'est le cas depuis quelques années. Ouais, tu vois, dans ce cas précis, je pense qu'il y a aussi la capacité d'adaptabilité d'Andy Reid et des Chiefs. Tu vois, tu parles de la saison dernière. Ouais, c'est vrai. La saison dernière, l'attaque, elle fonctionne. Alors, je vais pas dire qu'elle fonctionnait mal. Elle fonctionne pas aussi bien que l'année précédente. Mais je pense que les seuls qui ont été surpris, ça a été les spectateurs et les critiques que nous sommes. Je suis persuadé en mon fort intérieur que Andy Reid, il savait parfaitement ce qu'il avait, qu'il a fait avec et qu'il a adapté la façon de faire des Chiefs dans le jeu pour obtenir le même résultat au final. Complètement. C'est ça, et en fin de compte, c'est la défense qui fait les actions décisives. Exactement. La saison dernière au Super Bowl. Exactement. Je ne le sais que trop bien. Et c'est pas forcément des gros noms en plus. Et c'est pas forcément des gros noms. Exactement. Eh bien, messieurs, c'est ainsi que nous allons conclure cette heure de podcast. On vous remercie d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Je vais vous remercier, messieurs. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Sébastien, merci de ton analyse. Jean également. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur les autres podcasts. Donc, NBA le lundi avec un top 5. C'est l'été, donc c'est les top 5. La WNBA, la NFL qui revient, l'ELF les mardis. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à suivre également les autres sports américains en ce moment. Le baseball bat son plein. Donc, n'hésitez pas à aller suivre les articles sur TFA. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée et une bonne journée si vous nous écoutez en journée en vous rendant au travail. Allez, à plus. Ciao, bye. Ciao, bye. Bonne soirée.